Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis coach en sommeil et doula et je suis la créatrice de ce podcast et aujourd'hui c'est un nouveau format que je vous propose. Un format qui va donner la parole aux professionnels de la périnatalité, les gens avec qui on bosse main dans la main au quotidien pour améliorer le sommeil et l'état général de vos loulous et de vos familles. Et donc aujourd'hui je reçois Isor Lépinel. Isor elle est éducatrice de jeunes enfants de formation et elle travaille auprès des parents et auprès des professionnels justement pour intervenir sur tout un tas de sujets qui touchent au développement et au bien-être de l'enfant. Aujourd'hui donc, on va se parler de verbalisation. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'enfant ? Qu'est-ce qu'il faut verbaliser ? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas nécessairement verbaliser ? Comment le faire ? Etc. etc. Des clés de communication pour que les choses se passent de manière plus fluide avec votre petit chat, c'est la promesse du jour. En tout cas, on va essayer modestement de vous livrer ça. Moi, je m'arrête ici et je vous dis bonne écoute. Salut Isor. Bonjour Manon. Ça me fait plaisir de te recevoir pour inaugurer ce nouveau format qui va parler du coup, qui va laisser la place aux professionnels de la périnate pour parler de sujets comme ça qui font partie du devenir parent, de l'accompagnement de l'enfant. Donc est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le détail du sujet du jour, qu'on va garder encore secret pour des raisons évidentes de storytelling, te présenter un petit peu, dire ce que tu fais, comment tu accompagnes les parents, avec quelle envie, quelle éthique, tout ça. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis ravie de participer aussi à ce format-là. Donc moi, je viens de Rennes et j'ai travaillé pendant 8 ans en crèche. Et là, depuis 1 an et demi environ, je me suis lancée à mon compte. Donc du coup, j'exerce de manière indépendante et je propose différents accompagnements pour les professionnels petite enfance, pour les centres de formation, pour les parents et bien sûr pour les enfants, notamment à travers des ateliers d'éveil. Mhm. Donc voilà, j'avais envie de donner moi un nouveau sens et une nouvelle orientation à mon métier, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, mais que j'exerce toujours avec beaucoup d'envie et de passion. T'as toujours fait ce boulot-là ou ça a été Ouais, une reconversion ? non, du tout. J'ai fait ma prépa après mon bac L, une prépa Mhm. pour passer les concours. Je suis rentrée en école d'éduc. Je suis sortie en 2015 et puis voilà, j'ai enchaîné différentes structures, mais ouais, D'accord. toujours en tant qu'éduc. Ah, c'est ta vocation quoi. Carrément. Ouais. Ok, trop bien. On s'est dit du coup ensemble pour préparer cet échange que ce qu'on allait faire c'est qu'on allait vraiment isoler une problématique à chaque fois ou en tout cas une thématique à chaque fois pour voilà, qu'on puisse vraiment rentrer dans le cœur de chacune de ces thématiques justement. Ouais. Et donc au programme du jour on s'est dit qu'on parlerait bien de verbalisation auprès des jeunes enfants. Ouais. En quoi est-ce que c'est une thématique qui prend de la place dans tes accompagnements ? En quoi c'est important pour toi ? C'est vrai que en fait, à travers tous les accompagnements que moi j'ai pu faire au sein des crèches surtout, euh, et notamment quand j'étais responsable, en fait, c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur de valoriser. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la manière dont on communique de manière générale, même entre nous adultes, et que ça tient également une place hyper importante au sein des équipes et de manière générale forcément dans les relations humaines. Et donc la manière dont on va s'adresser à l'enfant, voilà, c'est vraiment important et j'avais envie de sensibiliser aujourd'hui les professionnels petite enfance aux mots qu'on peut choisir, aux formulations, pourquoi c'est important, pourquoi c'est important de nommer, expliquer, enfin bon, en gros, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, pardon, et de quoi a-t-il besoin pour grandir, et comment nous, en tant que pro de la petite enfance, on peut répondre à ses besoins de par notre posture et notre communication. Donc c'était ça mon but en fait moi aujourd'hui, de sensibiliser les pros voilà, par rapport à ça et de donner quelques exemples concrets à appliquer en fait au quotidien. D'accord, ok. Et du coup, derrière l'idée de verbalisation auprès de l'enfant, sur quoi est-ce que ça se fonde en termes de développement ? En fait lui une communication qui est ouverte, qui est bienveillante, qui est positive, lui ça va
lui donner confiance, le rassurer et aussi lui donner une légitimité pour aussi extérioriser ce dont il a besoin. Et pour ça, c'est vrai que notre posture est expliquée, nommée, ça participe en fait à sa construction de ses repères, du langage aussi, ça favorise aussi le langage et de manière générale, en fait, ça vraiment lui, ça le fait grandir et pour ça, il a vraiment Mhm. d'un adulte disponible et bienveillant et ça passe par du coup tout ce qui est communication verbale, mais aussi le regard, les expressions faciales, etc. Vraiment, le jeune enfant, lui, il a besoin de ça pour s'ouvrir et évoluer en fait. Mhm. Et à partir de quand est-ce que toi t'interviens sur ces problématiques de verbalisation? Est-ce que c'est vraiment dans la phase bébé, ou est-ce que c'est à partir du moment où l'enfant est verbal, justement? À partir de quand on fait tout ça? Oh bah non, c'est vraiment tout de suite, hein, parce que, enfin, quand je dis tout de suite, c'est du coup vraiment dès le plus jeune âge, parce qu'il y a, enfin, il est jamais trop tôt en fait bah, pour, euh, pour savoir comment s'adresser à un enfant, pour le faire dès le plus jeune âge, parce que justement, comme je le disais, lui, ça va accompagner tout son développement et du plus tôt est le mieux en fait. Hmm. Donc en fait, parce que très tôt en fait, le bébé c'est un aide de communication et de relation. Déjà in utero et donc dès la naissance il est très sensible à tout ce que je disais, donc c'est vrai que j'interviens, enfin j'essaie de sensibiliser vraiment le plus tôt possible sur cette question là. D'accord, oui, c'est-à-dire que chez le bébé, ça va passer par une communication qui n'est pas que verbale, en fait, qui est euh, bon, dans l'intonation de la voix, on comprend bien, mais dans le regard, dans le Ouais, toucher aussi, éventuellement, c'est une ça. communication très Ouais, dans les gestes, polysensorielle. dans le regard, dans le sourire, vraiment enfin, ça passe par tout ce qui est aussi au niveau du visage quand ils Hmm. sont tout petits, et donc c'est accompagné par les mots et la parole tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a une communication non verbale aussi qui est très importante pour l'enfant. D'accord, ok. Et j'imagine que du coup, toi, en accompagnement, concrètement, quand tu bosses, que ce soit en crèche ou dans tes différents ateliers, les enfants sont un tout petit peu plus grands, j'imagine. Comment est-ce que tu guides les parents là-dessus? Bah, donc moi dans mes ateliers, alors ça dépend parce que j'en propose plusieurs, mais ça peut être des tout petits comme des plus grands. Donc après, les parents généralement, ils me laissent faire. Donc moi je m'adresse, je sais pas si c'est ta question, moi je m'adresse toujours à l'enfant, je lui explique ce qui va se passer pour lui justement, ce qu'on va faire, un petit peu le déroulement de l'atelier, et puis aussi pour les parents parce que la verbalisation de toute façon c'est toujours pour pouvoir anticiper et mieux appréhender ce qui va se passer, c'est toujours important de voilà, d'être le plus transparent possible. Donc moi pendant mes ateliers c'est ce que je fais en fait et après, ça dépend quel type d'atelier. Par exemple, pour les ateliers Snowzealand, justement, l'aspect relationnel et communication est vraiment des facteurs hyper importants de cette pédagogie-là. Donc voilà, j'initie un petit peu les parents ou les professionnels à ce concept-là et voilà, j'explique tout simplement en fait. Du coup, oui, voilà, j'imagine que pour soutenir en fait tout le travail de verbalisation que tu fais, ça demande une connaissance quand même de l'émotionnel, de la gestion des émotions de l'enfant. Et donc tu dois faire une double guidance avec les parents vis-à-vis de ces deux aspects-là, en fait. Ouais, c'est ça, que ce soit les parents ou les pros. C'est vrai que du coup, forcément, c'est un thème qui nécessite, comme on le disait, oui, d'avoir un petit peu de connaissances sur tout ça. Donc c'est vrai que c'est ce que je mets en avant avec les parents, avec les professionnels, en leur expliquant un petit peu tout ça, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement et ce que ça peut éviter ou justement apporter à l'enfant. Mais c'est vrai que oui, il y a Mm. un travail d'accompagnement à faire un petit peu si on veut que justement cette communication-là soit efficace pour l'enfant. Ça passe par que le parent comprenne bien les enjeux et ce Mm. qu'il peut faire, quoi. Et donc, ok, concrètement, du coup, quand ta posture à toi par rapport à la prise en compte de l'enfant, à la prise en compte de ses émotions, et du coup dans la posture bienveillante que tu décrivais tout à l'heure, Mhm. qu'est-ce que tu dirais, parce que là du coup c'est un peu comme un workshop mais ouvert, qu'est-ce que tu dirais aux parents pour les guider en fait dans la prise au sérieux, si tu as des petites billes de communication avec l'enfant, de verbalisation auprès de l'enfant, concrètement qu'est-ce que tu leur dirais?
Ben, euh, donc après, ça dépend de la situation, mais c'est vrai que, bah, par exemple, je pense on parlait des émotions, par exemple, qui sont jamais faciles enfin, les enfants ne savent jamais quoi en faire de ces émotions-là, parce que c'est un vrai tourbillon, euh, et donc eux, ils ont absolument besoin du soutien de l'adulte pour pouvoir euh, enfin, les appréhender et se débarrasser des émotions un peu négatives qu'ils ressentent. Donc, Mm. par exemple, un exemple tout bête, hein, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que parent, un enfant qui tombe, par exemple, qui fait une chute, bon, il présente pas de blessures graves, pas d'égratignures, voilà, donc rien de grave du coup sur le plan santé, mais c'est vrai que, en fait, moi je me dis toujours qu'on n'est pas dispensé malgré tout de verbaliser ce qui vient de se passer pour l'enfant et donc de prendre en compte l'émotion qui lui vient forcément de ressentir, parce que même si là il n'y a pas de bosse, il y a rien de très apparent, en fait pour lui c'est jamais anodin, donc du coup, enfin, même moi la première au début, la première verbalisation qui peut nous venir en tête, ça va être ah bah c'est pas grave, t'es pas blessé, tu t'es pas fait mal, bah pleure pas, c'est rien. Et, et en fait, ce type de verbalisation, même si ça c'est de base bienveillant et ça a pour but d'aider l'enfant et de l'aider à passer à autre chose, en fait ça piétine un petit peu quand même de manière inconsciente son sentiment et ce qui vient de se passer pour lui, Mm. parce qu'en fait même si c'est pas vraiment vraiment fait mal, un jeune enfant qui tombe, c'est jamais agréable, il a peut-être eu mal un peu quand même, il est surpris, ça lui a fait peur, Ouais. et, euh, et voilà, donc du coup, plutôt passer par des phrases un peu plus positives et encourageantes pour qu'il ressente en fait qu'on a compris ce qu'il avait vécu et qu'on l'accompagne dans ça, et que du coup lui offrir en fait une vraie place légitime à exprimer qu'il est en droit d'avoir eu mal ou d'avoir eu peur, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est un D'accord. exemple concret. D'accord. Et du coup, concrètement, aussi, encore une fois, quel est l'effet d'avoir le bénéfice, disons, d'avoir cette posture-là de verbalisation, j'ai envie de fidèle, j'ai envie de dire, à la réalité par rapport à un truc un peu qui minimise et qui essaie de passer à autre chose. En fait, quand on lui dit oh c'est pas grave, c'était pas blessé, en fait on lui prête une certaine émotion, du coup qui est pas vraiment la sienne, et donc en ce sens-là, même si on le veut pas, on la minimise un peu. Mhm. Ce qui est difficile à vivre pour un tout jeune enfant qui, lui, qui a vraiment plutôt besoin qu'on partage son émotion, encore une fois en lui montrant qu'on la comprend, donc ça passe par des phrases toutes simples, hein. Bah oui, je comprends, t'es tombé, c'est vrai, c'est pas agréable, j'ai vu, tu veux que je te fasse un câlin, voilà. En fait, juste ça, lui, il va comprendre que il est légitime, et qu'il est entendu et donc pris en considération, et donc ça c'est important pour que l'enfant aussi euh, ait confiance en lui, s'autorise à laisser exprimer ses émotions, et ça, Mm. ça c'est important en fait pour son développement, pour sa construction. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que chaque émotion doit être au plus possible respectée, pour pas qu'il y ait trop de retombées négatives ensuite sur l'enfant. Mm. Euh, Ouais, oui, voilà. c'est un peu ce que je disais dans le dernier épisode, c'est qu'en fait, là, ce que tu proposes, c'est en gros d'expliquer factuellement ce qui s'est passé. T'es tombé, virgule, t'as pu te sentir, t'as pu avoir peur, t'as pu être surpris, t'as pu te faire mal, etc. Et après, de proposer un espace de régulation, soit par un câlin, soit par la parole, soit par la distraction si l'enfant est disposé, plein de choses. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais Hmm. de vraiment passer par en fait, nommer, expliquer. Alors effectivement, on n'est jamais sûr de tomber sur une interprétation juste de son émotion s'il peut pas la verbaliser. Donc quand on dit t'as peut-être eu mal, t'as peut-être eu peur, ça t'a peut-être surpris, j'essaie toujours de nuancer aussi, parce que encore une fois, on n'est jamais sûr, hein, de ce qu'on prête comme attention, mais c'est ce qui est quand même le plus possible, et vraiment décrire en fait, comme tu le dis factuellement, nommer, Hmm. décrire ce qui s'est passé pour lui, ainsi qu'un Mhm. contact. Généralement, ça fera descendre l'intention. Ouais, bien sûr. Et ça implique quand même un degré de disponibilité, j'imagine, de la part du parent ou de la part de la personne, de l'adulte qui interagit avec l'enfant à ce moment-là, non? Oui, bah oui, 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 et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que en tant qu'adulte, on a aussi des fois nos propres émotions. Ça peut, je sais pas,
nous agacer, où on est dans un état émotionnel qui des fois nous permet pas une prise en charge efficace pour comprendre et se mettre à hauteur de l'émotion de l'enfant. Mais Mhm. donc c'est vrai que ça demande une disponibilité psychique et physique d'ailleurs pour répondre à ce besoin-là immédiat qu'a l'enfant d'être pris en charge. Mais Mhm. c'est vrai que c'est pas toujours évident de se connecter en fait à l'émotion de l'enfant tout de suite en fait. Et t'as un tip pour l'adulte, justement, pour essayer de... Quand on est justement dans la situation d'agacement, Bah, un petit conseil? après, j'allais dire, quand on n'est pas seul, c'est vrai que le premier tip, c'est un peu que j'aurais eu tendance à donner, c'est quand on a du relais, un petit peu de demander soit à l'autre parent, soit si c'est en crèche, à une collègue, en fait, de soit de prendre le relais parce que voilà, pour nous, c'est pas possible à ce moment-là. Et ça aussi, d'essayer de le mettre le plus en place possible et enfin, tu vois, que ce soit OK aussi dans les pratiques professionnelles de pas être capable psychiquement à un moment donné de prendre en charge un enfant parce que ça nous renvoie à trop de choses. Justement, nous aussi le dire et le verbaliser pour que justement ça fasse pas, que ça bloque pas la communication après et que du coup ça n'envenime pas plus les choses. Donc du coup, j'aurais eu tendance à passer le relais quand c'est trop difficile ou alors d'essayer de prendre le recul nécessaire quand même, même dire à l'enfant que c'est difficile aussi. On a le droit de dire à un enfant que c'est difficile pour nous, mais bon, qu'on a entendu, qu'il était fâché, contrarié, mais que là c'est un peu difficile et que voilà, on prend 5 minutes et puis de revenir après sur vraiment la situation avec l'enfant quand nous, voilà, ça va mieux. Mais en fait, c'est toujours garder à l'esprit que nous-mêmes, en fait, d'être sans cesse aussi dans un processus de communication tout le temps, en fait, d'être transparent et de dire aussi ce que nous, on ressent justement pour pouvoir accompagner ce que l'enfant ressent. Ben oui, c'est ça. J'imagine qu'en fait, quand on est seul et qu'il n'y a pas de relais, même si ça a l'air Ouais. d'être la solution effectivement la plus spontanée, le backup, Bah ouais. mais quand c'est pas possible et qu'on est seul, Ouais. ça reste quand même une situation communicationnelle de dire à l'enfant, bah, là tout de suite, moi je suis pas disponible parce Ouais. que je me sens X, Y, Z, Ouais. mais je reviens, j'ai vu que tu étais dans X, Y, Z émotion, je reviens tout de suite. Et finalement aussi, arrête-moi si je me trompe, mais je me dis que ça apprend à l'enfant aussi la responsabilité émotionnelle de communiquer sur ses états Ouais. et aussi de se dire que métaphoriquement en fait quand il y a un crash on se met son masque à oxygène à soi d'abord avant de mettre à l'enfant. C'est un peu la même chose, c'est que si on n'est Ouais. pas régulé soi-même on peut pas réguler autrui. Bah non. Euh, C'est ça. donc oui, pour les parents qui nous écoutent et qui se posent la question, effectivement, si vous en pouvez plus, il faut aller souffler vous, Bah ouais, déjà, bah ouais. Et d'abord. souvent, en fait, parce que j'ai rencontré des parents qui culpabilisaient pardon, de ça, en fait, de ne pas être capable à un instant T ou d'aller souffler. Mm. Mais en fait, faut vraiment se déculpabiliser de ça parce que de toute façon, ce sera ni efficace pour l'enfant et puis ni agréable pour le parent de prendre en charge un enfant en étant nous-mêmes. On peut pas prendre soin des autres vraiment si on prend pas soin de soi et je suis convaincue Mm. par ça en fait. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, à part ses propres émotions d'adulte ou verbaliser les émotions de l'enfant, est-ce qu'il y a autre chose qui est important d'après toi en fait de verbaliser les grands voilà les grands points de communication qui j'imagine posent le cadre, posent la sécurité de l'enfant. Qu'est-ce qui est important de verbaliser? Ce qu'on peut verbaliser tout simplement, c'est en fait les actions en fait Mhm. dans une journée, pour que l'enfant en fait il puisse anticiper les différentes étapes de la journée et en fait c'est le fait d'anticiper, de lui dire ce qui va se passer pour lui dans la journée, c'est des échanges qui pour lui sont rassurants et effectivement qui vont éviter sa surprise ou son incompréhension et il va aussi Mhm. en fait comme ça prendre conscience de son individualité, et puis qu'il est considéré aussi comme un être à part entière. Et donc ça lui permet de visualiser les actions d'une journée, ce qui construit aussi ses repères, qui stimule sa participation aussi, et donc Mhm. l'apprentissage du langage, enfin voilà, tout ça. Donc Mhm. après, ça passe par des petits moments voilà, tout simples, hein, dans une journée, que ce soit à la crèche ou à la maison, il y a plein de petits moments, il y a plein d'actions qu'on peut verbaliser, comme les moments
les moments du repas, les moments de soins, les moments de jeu, en fait, voilà, toutes les petites actions quotidiennes qui, encore une fois, pour nous sont anodines, mais que l'enfant, lui, a besoin enfin, d'être prévenu, en fait, et d'être informé de ce qui va se passer pour lui. Ouais. Oui, c'est vrai que après tous les enfants sont pas sensibles de la même manière Ouais, aux soins qu'on va apporter à ça, mais c'est vrai que moi qui accompagne par exemple beaucoup d'enfants neurodivergents, ouais, euh, pour la majorité d'entre eux, pas tous évidemment, mais pour la majorité d'entre eux, c'est même une posture un peu par défaut que je recommande d'adopter aux parents, de venir ouais, dire, bah voilà, en fait de maintenant à, puisque c'est mon domaine d'intervention jusqu'au moment où on va se coucher, ouais, euh, il va se passer ça, puis ça, hmm, puis ça, puis ça, dans tel ordre, ouais, dans telle pièce. Il y a certains enfants qui ont vraiment besoin de raccrocher du coup les ouais, actions à des lieux définis ou ouais, à une interaction avec un parent défini, dans un ordre précis, avec des vêtements, des objets ouais, particuliers. Enfin, en fait, les enfants sont des créatures très routinières qui ont besoin c'est de vrai, ritualiser beaucoup leur environnement ouais, et leurs interactions. Les enfants neurodivergents particulièrement. Donc c'est hyper ouais. intéressant ce que tu dis. Bah oui, oui, bah c'est ça. Et encore une fois, la même question, qu'est-ce qu'on risque quand on prévient pas, quand on n'anticipe pas ou quand on fait pas suffisamment anticiper à l'enfant ce qui va se passer pour lui? Bah, en fait, l'enfant qui est pas, voilà, qui est pas prévenu, qui est pas prêt, bah, déjà, il va pas forcément comprendre, il va pas forcément avoir envie. Je pense notamment, bah, alors c'est tout bête, c'est des exemples, euh, enfin, voilà, qu'on peut faire au quotidien par exemple en crèche ou même à la maison, mais en fait attraper par exemple un enfant, enfin, ou l'accompagner comme ça jusqu'à la salle de change, en fait sans lui expliquer pourquoi on fait ça, ou alors qu'il se retrouve des fois avec un mouchoir sous le nez ou mis à table sans être prévenu. Bon, en fait c'est jamais vraiment agréable pour un enfant, enfin, ça le serait d'ailleurs pas pour nous non plus. Donc en fait, Ça. donc, bah voilà, donc en fait, en fait, vraiment essayer de pas faire aux enfants non plus que pour nous, ça serait peut-être angoissant ou pas, enfin, là, on se sentirait quand même bah, pas bien considéré, Bah oui. c'est très désagréable, et donc pour un enfant qui est en pleine construction de ça et qui se construit justement par l'estime et le regard que nous aussi on lui porte, bah en fait, ça passe par tout ça. Euh, donc voilà, donc en plus, c'est vraiment des petites actions qui pour voilà, nous prennent vraiment pas beaucoup de temps, mais pour eux qui sont Hmm. tellement importantes. Donc voilà, des enfants qui sont jamais prévenus, bah déjà, ça participe pas quand même à l'échange, aux interactions avec le parent ou le professionnel. Et puis bah, ça peut éventuellement devenir des enfants bah, voilà, inquiets ou Ouais. qui ont du mal à anticiper, à comprendre, à intégrer, à assimiler un petit peu les choses de la journée, et donc Hmm. peut-être à être angoissés en fait. Donc ce que tu veux dire, c'est que fondamentalement, la posture de verbalisation, elle prend aussi complètement en compte la notion de consentement, j'imagine, chez Ouais, l'enfant. bien sûr. En Eh fait, oui. c'est, d'ailleurs, c'est déjà une nuance que j'aime bien aussi apporter quand je fais des accompagnements en crèche ou même aux parents, c'est que bah, le fait de prévenir, donc de dire à l'enfant ce qu'il va faire, par exemple, bah, je vais t'accompagner à la salle de change parce que ta couche a besoin d'être changée, ou je vais te passer un peu d'eau sur les fesses, donc ça va être un peu froid. Enfin, déjà, Hmm. vraiment le prévenir de ce qui va se passer, mais en Mhm. plus de le prévenir, je trouve que ça suffit pas, dans le sens où je trouve que c'est important aussi de lui demander en fait son autorisation avant d'effectuer une action qui le concerne directement, enfin, le changer, le moucher, le mettre à table. Enfin, donc alors bien sûr, un bébé de quelques mois, lui, il va pas être en capacité de répondre par oui ou par non si on lui dit est-ce que je peux aller te changer la couche, elle est sale, elle a besoin d'être changée. Bon, il va pas nous dire oui ou non, mais en fait, en lui posant quand même la question, on prend l'habitude de verbaliser quand même d'une manière plus douce et plus personnelle, et donc plus Hmm. respectueuse. Et donc, c'est de là Mhm. que je trouve qu'on pose un peu les bases du consentement, et qu'on lui montre que bah, il peut avoir son propre avis, et que quand il sera en capacité de dire qu'il n'est pas d'accord, il pourra, en fait, puisqu'on lui pose la question. D'accord. Et il y a forcément des cas de figure où du coup,
en fait, soit on peut pas recueillir le consentement de l'enfant parce qu'en fait, il n'y a pas le choix que de faire quelque chose pour lui. Moi, Ouais, l'exemple ouais. que j'aime bien donner en accompagnement, c'est votre enfant de 2 ans et demi vous dit qu'il a très 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 envie d'aller jouer sur l'autoroute. Ouais. Ah bah Euh, oui. on Oui. peut, on peut verbaliser que oui, je sais, ça a l'air super rigolo, mais alors vraiment, c'est pas possible. Donc les fois où on peut pas, en tout cas, comment dire, on peut Oui, là, poser la ouais. question, mais en fait le non n'est pas recevable. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, de toute façon, là, effectivement, pour le cas de l'autoroute et les cas extrêmes comme ça, ou même un cas moins extrême, mais bon, bah voilà, c'est non pour X ou X raison. C'est hyper important, en plus de verbaliser aussi les interdits, parce que, euh, bah voilà, l'enfant aussi a besoin de cadre et de savoir ce qu'il est possible qu'il fasse aussi. Donc, en fait, lui expliquer de toute façon pourquoi c'est pas possible. Oui. Voilà, la notion de danger, bon, il l'aura pas, mais toujours pareil pour poser des bases en fait de tout Mm. ça. Donc les interdits, évidemment, c'est hyper important de les expliquer à l'enfant. Mhm. Et bon, bah de toute façon, il lui proposait bon, bah, une autre alternative, que c'est bah, voilà, l'autoroute, c'est chouette, mais bon, on va plutôt aller au parc. Dans la forêt. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, c'est que du coup, euh, en fait, comment dire, tu parlais d'interdit là tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à un enfant de ressentir la frustration, mais on peut Voilà. tout à fait poser un cadre de ben Oui, alors ça c'est pas possible quoi, ouais, pour ouais, des c'est raisons de ça. sécurité. Et Hmm. du coup j'imagine aussi que la, la recommandation derrière c'est que quand on pose un non à un enfant ou quand on cadre ou quand on pose un interdit, ça ne dispense pas d'une explication et pour le coup d'une verbalisation des raisons de cet interdit. Ouais, c'est ça. En fait, bah, il y a des interdits, il y a des règles, il y a des limites, Mm. et ça, de toute façon, il en rencontrera, et c'est comme ça. Donc, de toute façon, faut composer avec ces interdits-là, mais en tout cas, effectivement, ça n'exclut pas bah, de lui expliquer de manière, voilà, simple Mm. euh, et bienveillante pourquoi il n'a pas le droit de le faire, mais qu'il a le droit de, oui, d'être pas d'accord avec ça, mais que bah, Mm. enfin voilà, mais de toute façon, ça participe aussi à son développement. Poser des limites et des interdits quand ils sont adaptés. C'est de toute façon un acte éducatif qui est Bien sûr, nécessaire, et il a besoin d'en plus de régularité, de répétition pour bien intégrer ce qu'on attend de lui. bien Euh, sûr. donc non, c'est sûr que bah, voilà, il y a des choses dont il n'aura pas le droit, voilà, il va l'intégrer petit à petit, et justement nous Mm. en verbalisant aussi, ben, on lui explique, on l'aide en fait à interagir Mhm. avec et à comprendre bah, et les personnes qui l'entourent et son environnement. Bien sûr. Et j'imagine que du coup, il y a assez peu d'autoroutes directement dans les crèches, donc vous n'avez pas été confronté à ce Non, c'est problème-là, vrai. mais du coup, il y a des choses un petit peu plus nuancées que cet exemple-là, j'imagine, dans les interdits, Oui, probablement bah, l'interdit de violence, par exemple. oui, Comment bah, tu gères ça, toi? généralement, les enfants, bah, forcément, ça fait partie du développement normal de l'enfant, donc il va pas maîtriser ses gestes et qui va vouloir voir, enfin voilà, qui va vouloir taper, mais évidemment pas intentionnellement dans le but de faire mal. Hmm. Euh, donc c'est vrai que voilà, des choses comme ça, mais qui sont pas permises, même si on, on sait que bah, voilà, c'est un comportement qui est normal dans le développement de l'enfant, mais de la même Mhm. manière, bah, ne pas l'autoriser parce que ben voilà, pour l'autre enfant ça fait mal, c'est pas agréable, c'est pas essayer de lui expliquer que bah, il y a d'autres façons, même si c'est pas facile parce qu'il en est peut-être pas encore là, mais d'autres façons de s'exprimer. Donc là, bah, évidemment, il faut bien lui dire que bah voilà, que c'est interdit, mais en fait dans cet exemple là, moi j'essaie toujours de dire que par exemple taper ça fait mal, plutôt que de lui dire en fait bah non, tu peux pas taper parce que tu lui as fait mal. J'essaie en Hmm. fait de pas trop utiliser le tu, parce que ça pourrait insinuer que l'enfant justement euh, aurait prêté une intention dans son geste, et ce qui est Mhm. du coup jamais le cas pour un tout jeune enfant. Donc en fait de distinguer bah, les comportements de la personne qu'il est, justement pour pas qu'il Mhm. enfin voilà. Donc voilà un exemple comme ça, Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, concret. culpabiliser l'enfant, ça sert à rien dans la mesure où il n'est pas encore tout à fait ni maître ni responsable de tous ses Voilà. comportements. Bah oui, oui, c'est ça. Néanmoins, voilà, de venir poser quand même le cadre que, Ouais, en fait, en gros, la violence, c'est pas ok, versus
tu es un enfant violent et Ouais, c'est ça. Ouais. voilà, je te Ouais, ça c'est. juge Bah, en après, gros. on en revient aux étiquettes un peu qu'on pose sur les enfants, avec justement en confondant un peu leur comportement avec leur personne. Et Mhm. du coup, enfin, voilà, c'était ça aussi que j'ai essayé de nuancer et de mettre un peu en lumière dans mes accompagnements, parce que c'est vite fait aussi, c'est une manière de parler, tu lui as fait mal parce que oui, enfin, mais c'est son geste qui lui a fait mal. Enfin, voilà, Oui. donc j'essaie de distinguer ça, quoi. Parce Ah, que c'est c'est intéressant. important pour lui, bah, effectivement, pour pas qu'il ressente trop de culpabilité, parce que de toute façon, lui, ça n'a pas de sens pour lui de lui dire tu lui as Mhm. fait mal, parce que bah, il en est pas là, c'est pas ça qu'il a voulu faire, quoi. Donc du Oui, coup, bien sûr. lui indiquer ça bah oui, est vide de sens en Oui, pas fait. constructif, ouais, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Et en plus, au-delà de ça, il y a un truc au niveau de son développement, typiquement les enfants en dessous de 3 ans comprennent pas forcément la négative. Oui, Souvent, en tant que parent, on est en train de dire ne fais pas ci, ne fais pas ouais. ça. Bah oui, Mais ça oui. sort tout seul. Mais bah, pardon, je t'ai coupé. Mais Non, 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 mais vas-y, vas-y. non, non, bah oui, j'ai effectivement, parce que ça, c'est tout le temps, hein, tout le temps en crèche, mais même dans la vie courante, je pense qu'on a ce réflexe-là d'utiliser la négative. Donc, bah voilà, là, ne tape pas, ne cours pas, n'ouvre pas la porte. Et, mais en fait, ce genre de formulation, c'est jamais vraiment l'idéal pour la compréhension de l'enfant. Euh, Parce que et après en plus il peut du coup vite se frustrer ou crier ou pleurer. En fait l'enfant dans ce genre de négation, lui il va retenir le verbe principal et l'action. Donc dans ne cours pas, lui il retient cours. Dans ne tape pas, il va retenir taper, ce qu'il va continuer à faire du coup. Et donc nous on va s'énerver parce qu'on vient de lui dire que c'était pas ce qu'il y avait à faire. Et, enfin voilà, ça fait un micmac d'incompréhension qui est facilement possible de remplacer tout simplement par est-ce que tu peux marcher ou est-ce que tu peux poser les jeux, voilà, Ouais, mettre le verbe à l'inverse, quoi. Et donc, ce oui. qui va lui permettre de retenir ces consignes plus positives et à mieux comprendre, en fait, encore une fois, les limites et donc d'éviter les incompréhensions. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il vaut mieux insister sur ce que l'enfant peut faire. Oui, Ouais, tout c'est à fait. ça. Ok, d'accord. Donc, donc du coup, en fait, l'équilibre, parce que, en fait, quand on parle comme ça de ce qu'il faudrait faire, tu sais, de la posture bienveillante, la verbalisation, Mm, mm. poser des interdits, mais d'une certaine manière, parler du comportement de l'enfant, mais pas de lui-même, Mm, etc., mm. ça peut être déjà beaucoup apporté pour un parent. Ouais, Parce que ouais. bon, Mm, un mm. professionnel de la périnate rentre chez lui le soir et décompresse. Bah, oui. Mm, mm. Le parent est souvent 24/24 dans la situation et que c'est vrai qu'à la longue ça use d'être Ouais, parent. ouais. Et donc du coup, d'après toi, est-ce qu'il y a un juste milieu où on peut aussi adopter une posture bienveillante à l'égard du parent et de se dire, voilà, quel est le truc à pas rater et quel est le truc où on peut se dire, bon, on fait de son mieux et il y a un espace de réparation possible Ouais. si on n'a pas suivi ces principes-là. Ouais, 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 bah tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que tout ça, voilà, tout ce qu'on dit, tout ce que j'ai dit là, ça reste de la théorie, hein, et des fois, bah voilà, entre la théorie, on sait consciemment ce qu'il faudrait faire, mais bah il y a aussi toute la partie émotionnelle, bah du parent et toute la charge mentale qui fait que des fois, bah c'est dur de respecter ça parce que, bah voilà, ils sont fatigués, ils ont beaucoup de choses à gérer, à penser, et Mais que, oui. bah voilà, il n'y a pas de toute façon de parents parfaits et le but c'est pas de l'être. Là c'était vraiment pour sensibiliser de manière générale l'idéal, mais on sait très bien que bah, tout ça n'est pas possible en même temps. Ouais. Euh, Enfin, en tout Et cas, c'est ok. c'est compliqué et c'est ok. Donc vraiment, bah, tu disais, tu demandais quelque chose à pas rater. Bah, dans tout ce qu'on a dit, pour moi, ce serait vraiment euh, de, de nommer en fait de tout ce que les actions, les émotions, de verbaliser, de décrire. Ouais. Voilà, ça c'est quand même, voilà, ça c'est des choses qui a priori ne font pas appel à trop de, sauf si, comme on le disait, voilà, et ça nous rappelle des choses, et donc là c'est difficile de réagir, mais dans le quotidien, nommer les actions, le prévenir l'enfant, lui poser des questions directement, ça, je pense que c'est plutôt possible, et tant mieux parce que c'est vraiment le truc
à pas rater dans la Mm. communication et l'interaction à l'enfant. Après, là, tout ce qu'on disait pour les choses, de ne pas utiliser trop la négation, ne cours pas, ne tape pas, bon c'est pas l'idéal encore une fois, et comme on le disait, les consignes positives vont l'aider à sa compréhension, mais bon, il finira de toute Oui, façon par intégrer oui, oui. enfin voilà, les interdits d'une manière ou d'une autre. Celle-là, c'est la plus adaptée, mais voilà, on va dire que c'est moins important que de louper voilà, les choses, tout ce qu'on a dit avant sur Ouais. prendre en compte l'enfant, le considérer, lui apporter une vraie légitimité, tout ça, c'est quand même des trucs Oui. hyper importants, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un curseur qui doit prendre en compte le niveau de fatigue du parent, sa situation, sa charge mentale, etc. Et tu vois, par exemple, en t'écoutant, moi je trouve ça hyper intéressant et je vois bien qu'il y a des espaces où même moi, enfin, même moi, si j'étais une référence, mais euh, où moi je peux m'améliorer parce que Ouais. typiquement, moi mes enfants, je leur ai vraiment calé des consignes négatives, mais depuis le départ, Ah quoi. ouais, bah oui, oui, Ne fais mais pas oui. ci, ne fais pas ça. Alors toujours en expliquant, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, parce que de toute façon les miens c'est des bourriques et que si je leur explique pas, il y a zéro chance qu'ils m'écoutent. Mais tu vois, ça c'est un truc qui a été toujours hyper compliqué pour moi, notamment dans les situations de danger, tu vois, de me poser, de souffler, etc. Alors moi j'explique après, souvent je stoppe Ouais. le comportement qui peut être dangereux, et après j'explique. Mais c'est vrai que, voilà, juste pour dire que si vous n'avez pas tout ce package-là, c'est pas Ouais. Non, grave, non, bien sûr. d'accord. Mm, À mm. partir du moment où la posture, c'est on va dire le starter pack, c'est effectivement parler de vos émotions, parler de celles de l'enfant et de se mettre à la Mm, hauteur dans le sens où ce qu'il vit est légitime, mm, mm. même si ça vous paraît hors de propos. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est moi j'ai mon enfant de 3 ans qui, quand je mets les pâtes à cuire, que ça met 10 minutes à cuire, bah, il peut passer 10 minutes à pleurer parce qu'il n'a pas les pâtes maintenant, par Bah oui. exemple. Ouais. Bon, bah, ça a l'air démesuré. Effectivement, quand t'as ta journée de boulot dans les pattes et que t'es un petit peu crevé, oui, c'est dommage. Mais, euh, mais bon, bah, pour lui, c'est difficile. Voilà. Ouais, ouais. Enfin, un enfant là qui a des réactions comme ça, je me dis toujours que bah, il peut pas faire autrement en fait, et que c'est jamais des caprices. Alors ça c'est encore un autre débat, mais enfin qui fait jamais exprès quoi, ni pour nous embêter, ni pour enfin voilà, c'est que pour lui c'est difficile à ce moment-là, et vraiment il peut Hmm. pas faire autrement quoi. Oui, et même, je rajouterais souvent, en fait, pour moi, ça traduit quelque chose, ça traduit un besoin derrière. Oui, bien sûr. Typiquement, quand on essaye d'avoir un tout petit peu de recul et qu'on s'interroge sur quand est-ce que ça se passe comme ça, parce qu'évidemment, c'est pas à chaque fois, sinon je ne serais plus de ce monde. Ouais. Euh, c'est bah voilà, grosse journée à l'école, un petit trop plein à décharger, un besoin de contact, un besoin de Ouais. contention dans les bras par exemple, et tout ça sont des besoins valides qu'on peut ou Ouais, bien pas sûr. satisfaire en fonction de, bah, encore une fois, de sa situation. Moi qui élève mes enfants toute seule, bah, des fois quand Ouais. les deux ils ont envie d'être dans les bras et qu'il y a des Ouais, pâtes à ouais. faire cuire, Mm, comment mm. vous dire qu'il y a un petit Ouais. numéro de jonglage à mettre en place. Ouais. Mais n'empêche que, voilà, quand on peut essayer de prendre du recul et de se dire, ok, qu'est-ce qui est... Bon, là, a priori, l'émotion qui est exprimée de manière un peu démesurée, qu'est-ce que ça vient traduire derrière, quoi? Quel est le Ouais, bien message que sûr. je dois comprendre, moi? Oui, 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 oui. Bah, derrière, effectivement, et tu fais bien de le souligner, derrière chaque réaction, quelle qu'elle soit, oui, il y a toujours un besoin. Donc, si on se résume, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, voilà, tu vois, on se fait un bullet point là, la petite Ouais, boîte à outils pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi qui est important? L'idée derrière le fait de verbaliser les choses aux enfants. Qu'est-ce qu'on verbalise? Pourquoi? Et qu'est-ce qui est le plus important? bah, donc, ouais, pour faire un résumé, euh, les enfants, en fait, ils ont besoin de base d'être valorisés. Ils ont, donc, Mhm, du coup, ça passe par verbaliser de manière positive, d'avoir une posture bienveillante, encourageante. Ça passe par une posture physique ouverte, mhm, souriante, les expressions du visage aussi, puisqu'il en a besoin, il y est sensible quand il est tout petit. Puis par voilà, la parole, euh, pour qu'il, lui, il se sente compris, euh, pris en considération, respecté, et qui comprennent de toute façon tout ce qui va se passer pour lui. Donc de toute façon, la verbalisation améliore sa compréhension mhm. générale, et son estime de lui, puisqu'il se construit par rapport à ce que nous, on lui montre de lui. Euh, donc voilà. Et qu'est-ce que c'était ta question? Qu'est-ce qui est important pour qu'on verbalise? Voilà ça.
Pourquoi on Euh, verbalise, qu'est-ce qu'on verbalise voilà, et donc qu'est-ce qu'on le plus verbalise? Donc important. voilà, bah, les émotions, les actions du quotidien, euh, Mhm. les interdits. Et Mhm. ça fait déjà trois choses, ce qui est déjà C'est pas déjà mal. pas mal. Ah, et après, bah voilà, de toute façon, après, il y a sans doute d'autres. Enfin voilà, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que ces trois choses-là, pour moi, me semblent vraiment les grandes lignes de ce qui est important Ouais. pour que l'enfant soit serein et puisse appréhender bah, le monde qui l'entoure, le comprendre, Mhm. comprendre son rapport il va construire son rapport aussi aux autres et à lui-même, et du coup, ça passe aussi par tout ça. Ouais. Bah oui, c'est marrant, tu vois, le dernier épisode hors série que j'ai sorti au jour où on enregistre ce podcast, c'était justement est-ce qu'il faut tout dire aux enfants, donc un petit peu le contraire, enfin le contraire, Ouais, l'inverse plutôt de ce qu'on se dit ouais, aujourd'hui. ouais. Et, et c'est vrai que moi, je pense il y a, il y a des choses à pas verbaliser Mhm. qui relèvent un peu de la complexité des situations. Ça, pour le coup, pour moi, c'est pas un truc. Tu vois, dans une situation difficile, un Ouais, deuil, ouais, ouais. une séparation, Oui, oui, oui. des difficultés de boulot, en fait, ce qui Ouais, nous insécurise, en gros, nous, oui, oui. de trop Ouais, en bien dire à sûr. l'enfant, en fait, on communique son insécurité, Bah quelque oui, 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 part. bien sûr. Oui, oui, bah ça c'est Et vrai que ouais. oui, non, vas-y. Non, non, bah oui, que je te rejoins, qu'on l'a pas évoqué là, mais en fait, tu vois, quand je parle des interdits, des émotions et des actions, c'est des choses qui le concernent en fait, Ouais, directement. Donc c'est surtout ouais. peut-être plutôt ça à retenir, de verbaliser, de lui expliquer, de lui dire voilà, les choses qui le concernent lui directement, mais effectivement pour tout ce qui est un peu du monde et des difficultés des adultes, alors on peut lui dire du coup nos émotions, comment nous on se sent, bah, pour qu'ils comprennent et qu'ils comprennent aussi que ça vient pas de lui et voilà qu'il n'y ait pas une incompréhension, mais effectivement rentrer dans les détails si de toute façon il nous sent mal ou stressé, bah, de toute façon ça se projettera sur enfin ça se sentira sur lui, Ouais, donc oui les choses comme ça très ouais, spécifiques, bah oui ça n'a c'est pas de ça. sens, en fait il faut toujours se demander quel sens ça a pour l'enfant avant de faire quoi que ce soit, et dont verbaliser ou expliquer quelque chose quoi. Oui. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, nos émotions le concernent directement. Ouais. Donc ça, c'est Mm. quelque chose effectivement à ne pas taire dans la mesure du possible. Ouais. Mais comme parfois on peut se sentir d'une telle ou telle manière à cause d'une situation d'adulte, euh, moi, mais ça n'engage que moi, mon curseur, en fait, c'est d'expliquer les choses de la manière la plus factuelle et simple Ouais. possible sans rentrer dans les détails, tu vois, de, de l'angoisse ou de ce qui est Ouais, ouais. compliqué, tu Ouais, vois. c'est ça. Parler de la mort, par exemple, aux Ouais, enfants, pour moi, mes enfants, je leur ai expliqué très tôt, ben voilà, en fait, la mort, c'est quand le corps arrête de fonctionner. ouais, Ce qui leur a permis, du coup, de se faire une représentation de ce que c'est que la mort en dehors d'un deuil ouais, effectif et ouais. de l'émotionnel qui est attaché. Et du coup, quand ça leur arrivera, parce que ça nous arrive à tous, malheureusement, et à Mm. toutes, euh, ben, au moins, ils n'auront pas à apprendre ce que c'est en même temps que de gérer leur chagrin. Ouais, Tu vois, bien il y a sûr. une Ouais, ouais. partie qui sera faite. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est important. Bah oui, Mm, c'est mm. intéressant parce qu'on ne sait pas comment parler de, grosso modo, la vie, l'amour, la mort aux Non, bah enfants. non, c'est vrai, c'est toujours une question et voilà, une grande réflexion. Ouais, Euh, et on sait pas s'il faut le faire, pas le faire. ouais, Et moi, ouais. j'estime qu'il faut le faire, surtout si le questionnement vient de l'enfant. Après, c'est tout à Oui, fait ok d'être surpris ouais, ouais, ouais. que l'enfant pose la question. On n'était pas prêt, on n'avait pas Oui, oui, préparé sa réaction et ouais, sa réponse. Et on peut dire à l'enfant, attends, attends, une seconde, j'ai ouais, bien noté ta question, elle est très importante. Je n'y ai pas réfléchi moi-même. ouais, Je reviens vers toi, deux ouais, secondes. Je vais te répondre, mais plus tard. Il vaut mieux ça, en fait, que en fait, la question vienne nous chercher. Déjà nous prendre au dépourvu puis nous chercher dans de l'émotionnel et qu'après on Mm, vienne mm. s'épancher Ouais, devant l'enfant c'est- parce qu'en fait voilà l'enfant ne pourra jamais être un psy à quelconque exactement. moment de Mm, son mm. développement. Ça faut faire vraiment gaffe Ouais, de ouais, pas se décharger sur son enfant, ça n'est ouais, pas son complètement. rôle pour le coup. Mm. Ouais, 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 complètement. Mm, mm. Ok Isor, bah Très merci. intéressant. Merci tout plein pour cet échange hyper riche avec plein de clés, plein de postures éducatives. Est-ce qu'il y a une conclusion que t'aimerais poser, un dernier mot, un mot de la fin, voilà. Non, bah déjà merci à toi aussi parce que c'était hyper chouette, c'est toujours hyper intéressant pour moi de partager aussi les expériences, de croiser les regards et bah, c'est comme ça qu'on évolue aussi et on n'a Mhm. jamais fini, donc c'est trop cool de pouvoir échanger comme ça. Et, et sinon, non, par rapport au sujet, ben, on a
fait le tour, mais voilà, j'ai pas forcément de mots de la fin. Ok. Voilà, en tout cas, si c'est juste ce que tu disais, vraiment que s'il y a une chose, en fait, mon message c'était vraiment de pas faire, en tout cas, culpabiliser les parents si effectivement Hmm. tout ce bagage-là ils l'ont pas. Voilà, c'était Ouais. vraiment un message dans l'idéal, qu'est-ce qui est important pour l'enfant, mais encore une fois, tout le monde fait comme on peut et chaque parent est suffisamment bon pour son enfant. Oui, c'est ça. Voilà, Plus ou moins, en le mot fait, de c'est la un fin. modèle vers lequel tendre quand on peut, quand on est dispo pour, et on se culpabilise surtout pas si jamais il y a des phases dans sa parentalité où on peut pas, parce qu'il y en a et il y en aura, et c'est normal et c'est ok. Euh, mais bon, surtout on se détend, voilà. Merci tout plein Isor, et puis je pense qu'on te retrouvera dans ce podcast sur d'autres sujets, parce que c'était vraiment Eh hyper ben chouette. avec plaisir, Merci. avec plaisir. Merci pour ta Merci à confiance. toi. Et voici donc la fin de notre entretien avec Isor. J'espère que vous avez pu y trouver des clés de communication pour vous et vos petits chats. Et ben, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous écoutez la journée, ou une bonne fin de soirée si c'est le soir. Merci encore de votre fidélité et de votre soutien. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois pour un nouveau portrait.